When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from okay to very high. Know your sleep score with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Salut à toutes, salut à tous. La 18e étape du Giro aujourd'hui. Une belle étape indécise, relativement plate. Il y a moins de 2000 mètres de dénivelé. On pourrait penser qu'elle pourrait convenir aux sprinteurs même, parce que sincèrement, il n'y a aucune vraiment difficulté compliquée. Il y en a une un petit peu qui est non répertoriée. Au début, 5 km à 6% de moyenne, qui devrait permettre peut-être à une échappée là, de se former. C'est entre les kilomètres 20 et 25. Mais sinon, c'est relativement plat. Ils ont mis un col de 3e catégorie là, mais il fait que 3 km à 4%. C'est vraiment histoire de mettre des points de la montagne. Il y a 2 km à 6% juste après le sprint intermédiaire. Mais du coup, pourquoi c'est impossible pour les sprinteurs de s'imposer? C'est parce qu'il y a le Muro del Poggio, col de 4e catégorie de seulement 1 km, mais à 11,3% de moyenne. Et là, forcément, ça va exploser, ça va attaquer de partout. Que ce soit l'échappée ou le peloton qui arrive là, les sprinteurs ne pourront probablement pas suivre, à moins qu'un Orlui Solar, un Ben Turner, un Corbin Strong y parviennent, mais ça paraît quand même très compliqué. Ça sera encore une fois pour les punchers aujourd'hui, après cette ascension. Il restera 10 km, plutôt en descente et en plat, jusqu'à l'arrivée. Donc voilà la question, est-ce que ça sera pour les échappés encore une fois aujourd'hui comme hier, ou est-ce que ça sera pour le peloton? Est-ce qu'il y a des équipes qui ont envie de gérer? Est-ce que Narvaez, qui s'est un petit peu raté hier dans le final, et Ciccone vont retenter encore une fois d'aller à l'avant? Narvaez, il a intérêt, il veut prendre encore des petits points en sprint intermédiaire ou à l'arrivée ensuite. Ciccone, par contre, dans la lutte pour le maillot bleu de meilleur grimpeur, il n'y a pas grand-chose à aller chercher aujourd'hui. Mais c'est la victoire d'étape qui l'intéresse plus désormais, parce que ce maillot, ça va être quasiment impossible de le récupérer à Jonas Vingegaard. Et puis il y a tous les autres, évidemment, la Movistar, toujours offensive, les petites équipes italiennes, bien sûr, de la Bardiani, de la Polti qu'on devrait voir à l'avant, et toutes les équipes, elles sont nombreuses, qui n'ont pas encore gagné sur ce Giro. Ils savent bien que c'est quasiment une des dernières opportunités, parce qu'ensuite il restera 2 étapes de haute montagne. Et puis ensuite le sprint dans les rues de Rome, c'est la dernière étape un petit peu plus indécise, où tout le monde, les baroudeurs, pourraient avoir une chance. Faut pas se rater. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Aujourd'hui ou jamais, pour de nombreux coureurs qui ne sont pas suffisamment bons grimpeurs ou bons sprinteurs pour espérer une victoire d'étape lors des 3 journées qui suivront et qui termineront ce Giro. C'est donc parti pour 171 km aujourd'hui. Et étonnamment là, personne qui n'a attaqué. Au kilomètre 0, pour l'instant, ça commence assez tranquillement. C'est assez étonnant. Allez, ça y est quand même. Voilà, un coureur de la Groupama FDJ. C'est bien souvent un coureur de la Groupama, le premier attaquant du jour. Malheureusement, c'est jamais un de ces coureurs qui a ensuite franchi la ligne en premier. Il est suivi par Łukasz Kubis, coureur de la Bardiani, coureur de la Picnic. Voilà, les usual suspects, encore une fois, qui tentent de sortir. Le peloton qui suit, encore une fois, là, aujourd'hui. On a seulement 20 km de plat, avant une ascension quand même assez difficile, à 6% de moyenne sur 5 km. Très probablement, la différence va se faire à ce moment-là. En tout cas, là, pour l'instant, cette attaque de la Groupama EDJ n'a pas permis de prendre ne serait-ce qu'un mètre sur le peloton qui suit parfaitement. Ça commence tranquille aujourd'hui. On attend, on est patient, on ne veut pas gaspiller des forces trop tôt. Il n'y a que 2 coureurs là, qui sont à l'avant. Filippo Magli, le coureur de la Bardiani, et Johan Jacobs, que l'on a beaucoup vu lui aussi à l'avant, le coureur de la Groupama FDJ. Ces 2 coureurs sont sortis, ils ont 40 secondes d'avance, mais voilà, 2, c'est évidemment pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. Derrière, on a vu Diego Pablo Sevilla quand même pour la Polti Visite Malta tenter d'y aller, il vient d'être repris. Les coureurs qui, évidemment, sont fatigués. Ça fait quasiment 3 semaines qu'ils sont sur ce Giro, ils avalent les kilomètres.
Et donc là, ils veulent être sûrs que quand ils attaquent, c'est le bon moment, c'est la bonne échappée, c'est le bon coup. Et du coup, ils attendent très certainement cette ascension. On se rapproche, on a fait 10 km, il en reste encore 10 et on sera dans les premiers pourcentages du jour. Là où peut-être ça va commencer à attaquer un peu plus pour former une échappée. Allez, c'est parti, le peloton qui accélère, les attaques qui sont beaucoup plus franches. Maintenant qu'on est, ça y est, dans cette côte, cette ascension non répertoriée, avec Robert Stannard là, pour la Bahrain Victorious qui en met une, suivi par un coureur de l'Alpecin Première Tech. Les deux coureurs de tête n'ont plus que 25 secondes d'avance pour Magli et Jacobs. On a longtemps eu Matthias Kopecky, coureur de l'Unibet Rose Rockets, qui a tenté de les rejoindre sur le plat, mais il n'a jamais réussi. Il est repris à l'instant au moment où les attaques, les accélérations qui sont nombreuses, mais pour l'instant, peloton plutôt étiré, mais sans véritable cassure. On voit Ben Turner là, pour l'Andel Company Neos, très motivé pour aller à l'avant. C'est aussi un des favoris, une des cartes du jour. Ben Turner, un bon sprinter, mais qui sait aussi grimper une ascension comme ça à 11%. Il pourrait être capable peut-être de la franchir. Oula, un coureur de la Movistar là, qui se fait une place juste à côté justement de Ben Turner en donnant un petit coup d'épaule. Il est passé pour mettre son accélération. C'est Ivan Garcia Cortina qui est immédiatement suivi par Ben Turner, par un coureur de la Jayco. Mais encore une fois, c'est des attaques pas très tranchantes. On met juste une petite accélération, on veut voir qui suit, on se retourne. Et comme tout le monde suit, on arrête son effort. Attention, elle fait que 5 km cette ascension, donc on l'aura assez rapidement franchie. Et après, il y aura encore une petite descente. Il y aura une dernière ascension de répertoriée là, sur 2 km 600 à 5% de moyenne. Mais le reste sera essentiellement plat, voire en descente, donc plus compliqué de faire des différences. Allez, un autre coureur de la Movistar qui tente d'y aller, Juan Pedro Lopez, suivi par Harold Martin Lopez. Tiens, on a deux Lopez là qui sont ensemble. Et ça y est, eux, voilà, ils ont fait un écart sur le reste du peloton qui d'un seul coup avance groupé. On a notamment les coureurs de la Visma Lease Bike qui font une espèce de petit barrage. Alors qu'à l'avant, Filippo Magli, il peut plus trop suivre. Le train de Johan Jacobs, seul en tête. Il se retourne, Magli, et il peut voir le duo là, des deux Lopez qui sont pas très loin derrière. Il n'y a que 20 secondes d'écart entre Johan Jacobs en tête et le peloton derrière. Avec donc Magli et Juan P. Lopez et Harold Martin Lopez intercalés. Échappé bien loin d'être faite, bien loin d'être formé. Même si là dans le peloton, notamment du côté de la Visma, on aimerait bien que ces 4 coureurs là prennent un petit peu la poudre d'escampette et qu'on arrête les attaques. Et le peloton qui est de nouveau groupé. Ça n'a pas marché pour Johan Jacobs et compagnie. On est à 141 km de l'arrivée. Donc comment faire maintenant ? Comment faire maintenant pour s'isoler, sachant que les deux petites difficultés sont terminées. On va être sur du plat de la descente. Peloton très étiré, là, quasiment en file indienne. S'il y a une petite cassure, aux alentours peut-être de la 10, 20, 30e place, ça pourrait peut-être permettre à un gros groupe de partir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Malgré un rythme un peu plus, ça y est, là, effréné qu'en début d'étape. On n'arrive pas à sortir. Mais c'est aussi parce que chaque coureur attend vraiment le moment opportun. Jonathan Narves, on ne l'a pas encore vu mettre le moindre accélération, même s'il est souvent placé aux avant-postes du peloton. Encore une fois, il faudra être bon tactiquement aujourd'hui. Il n'y aura pas que les jambes qui vont parler pour aller chercher la gagne. Un petit duo de la Pole Visite Malta qui a une quinzaine de secondes d'avance. Que c'est dur. Mattia Baïs, encore une fois, et Andrea Bisfud. Mais quel espoir d'aller au bout. Aucun. Mattia Baïs, attendez, je vais compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la 9e fois qu'il est dans l'échappée sur ce Giro. Mais aujourd'hui, ça ne devrait pas être sa plus grande aventure parce que le peloton roule toujours très fort derrière. Des attaques qui continuent. On est désormais à 126 km de l'arrivée. Et en gros, personne vraiment qui n'arrive à sortir, à creuser, à former une échappée. Combien de temps ça va durer tout ça ? Est-ce qu'on va seulement avoir une échappée au final aujourd'hui ? La question se pose. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chute. Et en voilà une là. Alors voilà, c'est un coureur tout seul, Emmanuel Gebrek-Zabier, habituel coureur que l'on voit en tête du peloton rouler à la poursuite des échappées. Et là, dans un virage, ouais, il a pris un peu large, il est tombé alors qu'il était en tête du peloton, en 2e position derrière son équipier. Et il a fait tomber personne, mais il a dû se faire mal quand même. Mais bon, on est loin des énormes chutes massives de ce début de Giro. Gebrek-Zabier qui est reparti, ça a l'air d'aller. Et pendant ce temps, on a toujours notre duo, là, Mattia Baïs, Andrea Bisfud à l'avant, mais avec 25 secondes d'avance sur le peloton. On a un coureur intercalé, le Britannique de l'IF Education Easy Post, James Shaw. Mais voilà, c'est à peu près tout. La Lidl Trek, donc, qui mène ce peloton, un train assez soutenu. Il y a un groupe de coureurs lâchés, une trentaine de coureurs qui ne sont pas dans le peloton. Est-ce que Paul Magnier ferait partie de ces coureurs lâchés ? Est-ce que ce serait pour ça qu'on roulerait du côté de la Lidl Trek ? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, 111 km de l'arrivée. Et un écart vraiment minime pour les deux hommes de tête, les deux coureurs de la Pole Visite Malta.
Allez, on peut dire que cette fois-ci, c'est officiel. On a notre échappée, mais voilà, c'est une échappée bien moindre que ce que l'on aurait pu penser pour aujourd'hui. C'est probablement pas ces coureurs-là qui iront au bout. Ils sont 4, avec Mattia Baïs, Andrea Misfud, James Shaw qui les a rejoints, et puis un 4e coureur qui a gagné au bon moment du peloton, au moment où le peloton a ralenti. Il est sorti, les 3 devant l'ont un petit peu attendu. C'est Jonas Gins, le coureur de l'Alpecin Première Tech. Et donc voilà, 4 coureurs à l'avant, 1 minute et 26 secondes d'avance sur le peloton. On est à 101 km de l'arrivée. Un peloton qui est toujours mené par la Lidl Trek, mais voilà, un rythme un petit peu moindre. Pour qui on travaille? Est-ce qu'on pense que Milan peut passer ce mur-là du Poggio, ça s'appelle aussi le Poggio, 1 km à 11%, j'ai quand même du mal à y croire. Alors c'est peut-être plus pour chiconner, je ne sais pas. On verra, tout est encore possible, vraiment. Les scénarios aujourd'hui, peut-être une échappée secondaire, peut-être les punchers, ou donc peut-être même les sprinters, si jamais ça montait au train dans cette dernière difficulté, là, à 10 km de l'arrivée. Un joli suspense, même si par contre, pour les 4 hommes de tête, voilà, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour que l'un d'eux aille au bout aujourd'hui. Le sommet de ce col de 3e catégorie, là, qui nous ont mis, alors qu'il n'est pas très difficile, et en tout cas clairement moins difficile que les cols de début d'étape, mais ceci ne offrait aucun poids au classement de la montagne. Là, il y en a 9, et ça sera pour Mattia Baïs qui fait la petite accélération. Évidemment, à force d'être dans l'échappée un jour sur 2, il en a des points dans ce classement. Il est 9e, il est quand même assez loin au classement du meilleur grimpeur avec 30 petits points. Il en a 39, donc désormais Mattia Baïs. Et vu qu'il est tout le temps devant et que j'ai encore jamais fait un focus sur lui, mais on va le faire maintenant. Parce qu'aucun de ses compagnons d'échappée n'ont jamais remporté la moindre victoire professionnelle, pas plus que lui d'ailleurs. 0 pointé pour Jonas Gims, James Shaw, Mattia Baïs et Andrea Misfud. Le coureur de 29 ans, Mattia Baïs, qui a commencé sa carrière dans l'équipe du Cycling Team Friuli en division continentale. Il a rejoint le Pro Tour dans la Androni Giocattoli Sidermec avant de rejoindre l'Eolo Cometa en 2023, qui est désormais la Team Polti Visite Malta. Mattia Baïs, plutôt un profil de grimpeur puncher, qui participe pour la 6e fois de sa carrière au Giro. Et il a réalisé sa meilleure performance sur ce Giro avec une 4e place lors de l'étape remportée par Fredrik Sversnes. Il était là dans l'échappée qui est allé au bout. Il a aidé Mirko Maestri à faire le sprint. Maestri a fait 2, lui a fait 4. C'est son meilleur résultat donc dans ce Giro, dans un grand tour. Il a aussi fait 5 fois Milan-San Remo et 5 fois le Tour de Lombardie. 36e du Tour de Lombardie en 2024 comme meilleur résultat. Un pur coureur d'échappée, un pur baroudeur. Cette saison, on l'a vu sur le Tour de la Communauté de Valence, sur le Tour de la Provence. Il avait fait 2e de la première étape. L'échappée qui était allé au bout. Arnaud Tandon s'était imposé d'un rien devant Mattia Baïs, qui était alors passé vraiment pas loin là, du premier succès de sa carrière. Malheureusement, ça a été raté sur ce coup. On l'a vu aussi sur Tirreno Adriatico, mais il était plutôt discret, tout comme sur le Tour des Alpes. 29 ans, toujours pas de victoire en carrière donc. Mais il espère, il essaye. Et il essaye encore aujourd'hui, il est à l'avant. L'écart qui a un petit peu augmenté désormais. 2 minutes et 15 secondes d'avance pour ces 4 hommes de tête. Un peloton toujours mené par la Lidl Trek, qui a donc un plan derrière la tête. Mais est-ce que c'est le plan de Ciccone? Est-ce que c'est le plan Milan? Voire Derek G. West, on ne sait pas trop. On espère que pour cette équipe, ça ne sera pas encore une journée frustrante comme il les collectionne tout simplement depuis le début de ce Giro. Alors encore une chute dans une zone de ravitaillement, mais elles sont trop dangereuses ces zones de ravitaillement. Tout le monde qui tend les bras pour prendre des musettes. Et là il y a Eulalia qui est tombé, le maillot blanc. Ouais, il a l'air de s'être fait un petit peu mal en plus. Il se tire un petit peu l'épaule, ça va, il essaie de remonter quand même. Il y a quelques équipiers comme Robert Stannard qui l'attend. On a aussi un cours pour l'Unibet Rose Rockets là. Artiche de Vries qui est aussi tombé. Allez, c'est reparti pour Afonso Eulalia. Ça, évidemment, c'est pas de bon augure déjà pour aujourd'hui, même si l'étape est quand même assez tranquille pour l'instant. On s'attendait un peu à un feu d'artifice, comme c'était un petit peu la dernière étape pour de nombreux coureurs. C'est pas du tout le cas. C'est tranquille, il pourra probablement revenir sur la tête de la course. Par contre, voilà, une chute, c'est jamais anodin. Demain, il y a une grosse étape de montagne. Après-demain aussi, dans sa défense du top 5 et du maillot blanc, c'est vraiment pas une bonne affaire là, que cette chute, qui n'était pas à grande vitesse, parce qu'on était donc dans cette zone de ravitaillement qui en plus était en montée. Malgré tout, quand on goûte le bitume, on s'en souvient plusieurs jours. 47 km de l'arrivée, 1 minute et 20 secondes d'avance pour le quatuor Gins, Shaw, Baïs et Mifsud. Dans une dizaine de kilomètres, un peu plus, on va arriver au sprint intermédiaire de Guilla. A priori, ça sera pour les échappés, mais il restera un petit point à prendre. Narvaez et Paul Magnier, qui sont tous les deux bien sûr dans le peloton qui est au complet, à l'exception désormais de Eulalia qui est un petit peu en retard avec son équipier.
Est-ce qu'ils vont se battre pour ce petit point ? Ils ont intérêt parce que ça risque de ne pas se jouer à grand-chose, ce maillot de meilleur sprinter. On suivra ça sera un petit point d'intérêt dans cette étape pour l'instant. On va dire un petit peu décevante, mais voilà, dans le final, ça devrait s'accélérer fortement. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Mattia Baïs, qui va aussi prendre les 12 points là, du sprint intermédiaire. Là aussi, il en a collectionné pas mal au cours de ce Giro. Il passe devant son équipier, Andrea Misfud, le coureur originaire de Malte. Misfud, James Shaw, Jonas Gins qui suivent. La petite question, c'est donc le peloton, pointé à 1 minute 10 derrière. Qui va y aller ? Narvaez, Magnier, est-ce qu'on va avoir un petit duel pour le point qui reste ? Pour l'instant, on n'en prend pas la direction parce que c'est encore toujours la Lidl Trek qui mène. On a vu aussi la NSN de Corbin Strong venir passer des relais. Probablement que le Néo-Zélandais a aussi des ambitions pour aujourd'hui. Et hop là, Narvaez, ça y est, qui jaillit d'un coup, de nulle part, mené par son équipier Igor Arrieta. Et alors Paul Magnier, pour l'instant, il est complètement absent. De toute façon, Paul Magnier, j'ai pas vu une seule fois. Au cours de cette étape, il est caché quelque part et il apparaît pas non plus là pour aller chercher le petit point. C'est Narvaez qui, sans avoir à se battre cette fois-ci, va y aller. Un petit point de plus donc pour Narvaez qui compte désormais 13 points d'avance sur Magnier. La poignée de main entre James Shaw, Mattia Baïs, Andrea Misfud, ils sont repris par le peloton. On est tout pile à 22 km de l'arrivée, mais Jonas Gins là, qui lui attaque, il met une dernière accélération. Alors vraiment, au moment où il avait plus que 20 mètres d'avance sur le peloton, il espère peut-être arriver au sprint Red Bull encore en tête. Il faut qu'il tienne 6-7 km alors que littéralement il avait plus qu'une seconde d'avance sur le peloton. Mais immédiatement il a repris un petit peu d'avance. Jonas Gins, dernier résistant, est-ce qu'il tiendra jusqu'au sprint Red Bull ? Chercher la petite prime. On verra ça derrière la physionomie du peloton qui a changé. D'un seul coup, on voit des trains apparaître, le train de la Visma, le train de la Net Company Ineos, celui de la Red Bull, de la Team Emirates. On veut se placer, le sprint Red Bull, il est plutôt dans une descente et après cette descente, ce sera le Muro d'Ica del Poggio, 1 km 100 à 11,3%, le moment que l'on savait décisif et qui le sera définitivement, le peloton qui arrivera groupé entier au pied de cette difficulté. Afonso Olalio, tout à l'heure a été tombé et de retour dans ce peloton. Donc voilà, on a tous les coureurs dans ce peloton. Autrement dit, le placement sera primordial dans la descente avant même l'ascension pour être sûr d'être aux avant-postes parce qu'ensuite, si on est bloqué derrière des coureurs qui vont plus doucement, on ne pourra pas revenir. C'est donc désormais très nerveux. La course qui enfin s'accélère et devient très intense. Il a réussi son coup, Jonas Gins, il passe en tête là au sprint Red Bull, 17 km de l'arrivée. Il a maintenu une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton qui lui a un petit peu laissé ça. Derrière le peloton, il n'y a personne qui va être intéressé pour prendre les 4 ou 2 secondes. On aurait pu peut-être imaginer un Tim Arensman ou un Félix Gall y aller. Il y a quand même un petit sprint là entre un coureur de la Decathlon et de la Net Company Ineos, mais ce ne sont pas les leaders de cette équipe. Plus que 5 km et ça sera le mur où tout va exploser. C'est comme si on arrivait à la ligne d'arrivée. Là, ce qui se passe dans le peloton, les trains qui tentent de mener leur leader, leur sprinter au pied de cette difficulté, le plus à l'avant possible. Et c'est parti. Pour l'instant, c'est Lukáš Kubis pour l'Unibet Rose Rockets qui est le mieux placé. Ils viennent de reprendre Jonas Gins. Milan est aussi très bien placé là, dans la roue de Lukáš Kubis. Voilà les deux coureurs qui attaquent cette ascension en tête. Vingegaard est lui en 3e position. Oh, ouais, c'est une énorme ascension. C'est vraiment très pentu. Tous les coureurs là, qui sont à l'arrière, on les reverra pas, ils vont la faire beaucoup plus tranquillement. Et Vingegaard là qui est aux avant-postes. Cyril Barth pour la Groupama FDJ qui est aussi aux avant-postes. Sepp Kuss. Milan qui pour l'instant s'accroche et la voilà l'attaque. Et c'est Afonso Olalio. C'est Afonso Olalio que l'on pensait meurtri par sa chute. Et alors là pas du tout. Il est sorti, on l'a pas suivi. Afonso Olalio. Ah ça serait incroyable. S'il remporte en plus une étape, Olalio qui est sorti. Sepp Kuss qui mène derrière devant Jonas Vingegaard, mais sans ambition de revenir sur le Portugais. Incroyable, personne qui ne réagit, personne qui veut aller avec lui. Il est où Ciccone ? Il est où Jonathan Narvaez là ? Je ne les vois pas. Olalio qui est vraiment bien sorti, il a encore 500 mètres. Sepp Kuss qui derrière continue son effort quand même pour faire mal à tout le monde. Personne qui peut faire ce qu'a fait Olalio, à savoir sortir, prendre une vingtaine, une trentaine de mètres d'avance. Derrière Vingegaard, on a coureur de la Tudor. Est-ce que c'est Florian Stork peut-être qui est là, qui s'accroche ? Corbin Strong est plutôt bien placé. On a un coureur de l'Astana, coureur de la Red Bull Boransgro aussi. Ouais, il y a une foule de dingos dans ce petit mur.
Plus que 300 mètres, mais le travail de Sepkus qui est en train de faire son effet. Ils sont en train de revenir sur Afonso Eulalio, qui sera encore là, au sommet. Dans la bascule, il faudra être fort. Ouais, Sepkus qui en remet encore un petit peu. Je vois pas quels sont les sprinteurs qui vont pouvoir suivre. Peut-être bien que Corbin Strong. Encore là, il y a 2 coureurs pour l'NSN qui sont là, dont Strong. Eulalio, 150 mètres. Et Vingegaard qui attaque. Attention, la Vingegaard qui accélère. Au sommet, il double Sepkus. Il rattrape Eulalio. Vingegaard qui se permet d'attaquer. Juste au sommet, il va prendre en plus des petits points pour le classement de la montagne. Il n'y a pas grand-chose puisque c'est un col de 4e catégorie. C'est Mathis Rondel qui est dans la roue de Vingegaard. On a un groupe d'une quinzaine de coureurs là dans la roue de Jonas Vingegaard qui est passé au sommet. Narvaez et Milan sont dans un groupe juste derrière. Ça pourrait encore tous se regrouper parce que je pense pas que Vingegaard va insister ensuite dans la descente. Paul Magnier est pas très loin non plus. Ça pourrait se regrouper. On pourrait peut-être avoir finalement un sprint massif aujourd'hui. Il n'y a plus de difficulté désormais. C'est en légère descente et un faux plat jusqu'au bout. Allez, un coureur de l'XDC Astana Team qui a tenté de sortir. C'est l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva. Mais il n'insiste pas forcément. Il voit que les coureurs de la NSN roulent derrière lui. Et ouais, la NSN, ils ont Corbin Strong. Donc, il se ravise. Guillermo Thomas Silva, il va rester dans le train. Parce que là, c'est quasiment le groupe des favoris quand même qui est là. Avec Corbin Strong. Qui, heureusement, en plus, a un équipier. C'est Alessandro Pinarello qui est là. Et qui sait que, voilà, il y a une grosse chance. Il y a une grosse chance peut-être de victoire pour Corbin Strong. Si le groupe à l'arrière avec Milan, avec Narvaez, avec Magnier ne revient pas. Et Pinarello, il faut qu'il tienne pendant 8 km. Ça va pas être facile. Et sinon, voilà, je vois Derek G. West, je vois Tim Arensman, Félix Gall, Mathis Rondel. Est-ce qu'il est là, Michael Storer? Je vois un seul maillot de la Tudor. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non, j'ai pas l'impression. Storer qui est un des coureurs du classement général qui est peut-être absent. Derrière, dans le groupe de poursuite, tiens, c'est un coureur de la Visma Lease Bike qui roule à fond de manière assez étonnante. Pas de souci, Vingegaard, il est évidemment devant. 7 km 500, 10 secondes d'écart. 10 secondes d'écart entre le groupe de tête avec Corbin Strong, avec Guillermo Thomas Silva, Vingegaard et compagnie. Et derrière, donc, un plus gros groupe avec Narvaez, avec Milan. Ça pourrait encore se regrouper. Parce que si jamais Pinarello, il n'a pas les jambes là jusqu'au bout, je suis pas sûr que quelqu'un d'autre va prendre le relais dans ce groupe où il n'y a que des leaders du classement général. Et Guillermo Thomas Silva, il n'a pas d'équipier non plus avec lui pour l'aider. Pinarello, il ne peut plus. Mais il y avait un petit intrus là, c'était le coureur de l'Uno X. Je ne voyais pas qui c'était, c'est Johannes Coulset. Et là, Johannes Coulset, il met une attaque. Il tente de sortir. Et bien sûr, là, on ne le marque pas. Allez, il y a Eulalio aussi qui va le suivre. Eulalio qui l'a suivi. Et ils sont sortis ces deux coureurs, 4 km 300 de la ligne. Alors que derrière, j'ai l'impression que le groupe Milan est en train de revenir sur le groupe Vingegaard. Et Eulalio et Coulset là, ils vont pas se relever jusqu'à la fin. Ils vont bien travailler ensemble tous les deux. Tout dépendra désormais dans le groupe qui va se reformer avec les sprinteurs et les favoris. Qui va rouler? Est-ce qu'il y a des équipiers pour Milan? Est-ce qu'il y a des équipiers pour Narvaez? Pour Luis Aular qui est aussi encore là. Corbin Strong. Et on a Derek G. West. Hein. C'est Derek G. West lui-même qui est un coureur du classement général et qui bien souvent doit travailler pour Jonathan Milan, le coureur de la Lidl Trek. À la poursuite, voilà, du duo Eulalio-Coulset. Alors là, Eulalio, c'est incroyable parce qu'il avait vraiment l'air de s'être fait mal sur cette chute. C'est peut-être l'adrénaline de cette chute qui lui donne cette énergie pour tenter dans le final avec Johannes Coulset, le Norvégien de l'Uno X. Une dizaine de secondes d'avance pour ces deux coureurs sur le gros groupe désormais. Derrière eux, le peloton où il y a 50-60 coureurs. Allez, la Soudal Quick Step qui se met à rouler. Ça veut dire que Paul Magnier, lui aussi, est bel et bien dans ce groupe. Est-ce que les sprinteurs, après s'être fait avoir à Milan dans une étape qui leur était destinée, vont-ils réussir à s'imposer aujourd'hui dans une étape que l'on pensait peut-être trop dure pour eux? Et ils ne comptent pas leurs efforts. Là. Ils ne comptent pas leurs efforts, Eulalio et Coulset. Ça met des gros relais. Ah, ça va être dur. Ça roule fort derrière. Ça roule très fort derrière. J'ai l'impression que c'est en train de revenir. Ils ont du monde, la Soudal Quick Step. Ils ont au moins 3 coureurs pour aider Paul Magnier. Ils sont aidés en plus par un coureur de la Lidl Trek. La banderole des 2 km. L'écart qui n'est plus que de quoi 5 secondes. Ah, ça sera trop juste. Ça sera trop juste pour Eulalio et Coulset. Ils ont la rage, les sprinteurs. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu le droit à un sprint massif, un vrai sprint. Sans souci, sans chute et sans la moindre péripétie. Bah, ça remonte en fait à la Bulgarie, tout simplement, au tout début de ce Giro. Donc là, ça va pas être possible pour Eulalio Coulset. Ça va bientôt être la fin pour ce duo. C'était bien tenté. Allez, la Decathlon qui montre le bout de son nez. Tobias Lund Andresen qui est peut-être lui aussi là. Ça y est, ils sont repris. Eulalio et Coulset, 1 km 200 de l'arrivée. Attention, il y a un rond-point. Il faut essayer de le prendre du bon côté. Un groupe d'une, on va dire 60 coureurs qui est là encore ensemble. C'est vraiment pas le peloton entier, mais il y a quand même pas mal de sprinteurs, dont Milan, dont Magnier, dont Strong. Attention, Narvaez aussi qui est encore là, qui va tenter de le faire. Alors, Luis Aular.
800 mètres de la ligne, la NSN qui mène. On a un coureur pour l'Alpecin Première Tech aussi qui est encore là. Est-ce que Jesse Plowright ou Francesco Bussato va tenter de le faire? Voilà, c'est très désorganisé. On se cherche, on se regarde. Paul Magnier, attention là, il est bloqué par le coureur de la NSN. Le lanceur de Paul Magnier du moins qui a été bloqué. Tout le monde qui veut prendre la roue, du français. 300 mètres, il y a un virage. Jasper Stuyven qui mène Paul Magnier. Voilà les deux coureurs qui ouvrent la route. Jasper Stuyven qui lance. Paul Magnier parfaitement emmené. Il a le coureur de la Bahreïn. Milan semble bien trop loin pour pouvoir revenir. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Paul Magnier, 25 mètres. Milan qui fait un effort. Ça va être bon pour Paul Magnier qui s'impose. Parfaitement lancé par Jasper Stuyven. Il a réussi. Paul Magnier à aller chercher là sa victoire. Une 3e victoire et ça dans la compétition pour le maillot de Ciclamino aussi. Ça va être importantissime. Paul Magnier qui s'impose devant un coureur là de la Bahreïn victorieuse. Qui allait faire cette 2e place? Est-ce que c'est Zambanini peut-être qui était encore là? Milan, lui, qui prend la 3e place. C'est encore raté pour les Lidl Trek. Ils ont travaillé toute la journée à l'inverse de la Soudal Quick Step. Milan était bien mieux placé que Magnier au sommet du mur del Poggio. Mais finalement, ils sont tous rentrés et Magnier est allé chercher la victoire dans ces 10 derniers kilomètres qui auraient été vraiment tendus, nerveux, passionnants, indécis. Alors, les 150 premiers kilomètres, c'était calme aujourd'hui. Mais les 10 derniers, c'était foufou. C'est bel et bien Zambanini qui prend la 2e place devant Milan. Quel travail de Jasper Stuyven aussi, qui était bloqué à un moment par le lanceur de Corbin Strong, le coureur de la NSN dans les barrières. Il a dû lui dire de s'écarter, mais il a pu reprendre le rythme. Et voilà, et c'était tout simplement les deux coureurs les mieux placés aux 300 mètres. Stuyven a déposé Magnier et plus personne n'a pu le rattraper, même si Zambanini n'était pas très loin. Milan termine à bien plus de 2-3 vélos derrière. 3e victoire d'étape pour Paul Magnier aujourd'hui. On ne s'attendait pas forcément à un sprint, mais finalement il a eu lieu cette fois-ci. Problème pour tous les sprinteurs qui espéraient aussi un sprint, et c'est encore le même qui a gagné en la personne de Paul Magnier. 29e victoire de sa carrière pour Paul Magnier qui les enchaîne là depuis 2 ans. C'est assez fort. 3e donc sur ce Giro qu'il remporte après avoir été frustré, ralenti par la chute à Naples, frustré aussi à Milan. C'est lui qui avait remporté le sprint derrière les 4 échappés qui n'avaient jamais pu rattraper aujourd'hui. On ne l'attendait pas forcément, mais voilà, les circonstances de course ont fait que finalement il y a eu un petit sprint et c'est lui qui s'est imposé devant Edoardo Zambanini. Il passait pas loin. Encore une fois, du belle victoire. Il avait déjà fait 2e sur une étape l'an passé du Giro. Ça sera encore le cas cette année. Pour Jonathan Milan, par contre, c'est compliqué. Il fait 3e, mais à aucun moment il a semblé en mesure d'aller chercher la victoire, malgré le gros travail de son équipe toute la journée. Là, c'est très compliqué pour l'Italien de la Lidl Trek. Francesco Bussato était bien là pour l'Alpecin Première Tech pour prendre la 4e place devant Corbin Strong, 5e, qui malheureusement n'a pas pu profiter d'avoir été le seul sprinter dans le groupe des favoris, puisqu'ensuite c'est rentré de l'arrière. Guillermo Thomas Silva prend une belle 6e place, Madis Mikkels 7e, devant Filippo Magli, le coureur de la Bardiani, Zacharias Lolland pour l'Uno-X et Lukáš Kubis pour l'Unibet Rose Rockets. Voilà le top 10 du jour, un groupe de 59 coureurs où on avait tous les coureurs du classement général, puisque Michael Storer, il était dans le groupe à l'arrière, mais voilà, il est rentré en même temps que les sprinters, donc il ne perdra pas non plus de temps. Pas d'abandon aujourd'hui, Martin Marcelluzzi, comme bien souvent, le coureur de la Bardiani est dernier au sein du petit groupe Eto, terminé à 8 minutes et 23 secondes. Du coup, voilà, aucun changement au classement général, le top 10 inchangé, Vingegaard tranquillement leader devant Félix Gall et Thymen Arensman. Le changement, il est à chercher du côté du maillot de Ciclamino, la vraie belle affaire pour Paul Magnier. Il a désormais 195 points, soit 37 de plus que Jonathan Narvaez qui en a 158. Là, ça sent bon désormais pour le Français grâce à cette victoire. Jonathan Milan reprend la 3e place de ce classement, mais est loin à 103 points. Jonas Vingegaard s'est permis d'aller chercher 3 points au sommet du petit col de 4e catégorie. Il a 214 points au classement de la montagne, loin devant Ciccone et Félix Gall. Et puis Eulalia, malgré sa chute, finalement tout va bien. Il est toujours meilleur jeune devant Davide Piganzoli. Et Mathis Rondel, est-ce qu'il le sera encore demain? C'est pas sûr, parce que demain c'est une sacrée étape. 4888 mètres de dénivelé positif. On a un col de première catégorie. Après une 50aine de kilomètres. Et après, ça fera que s'enchaîner. 2 cols de 2e. Un col hors catégorie ensuite, qui est tout simplement le seul de tout ce Giro. Un nouveau col de 2e catégorie. Puis une longue descente. L'arrivée se fera au sommet, mais au sommet d'une difficulté, là aussi, seulement de 2e catégorie. Enfin, c'est quand même 5 km à 9,6%.
Donc ça va être très dur. C'est une étape assez raccourcie, 151 km, mais voilà, qui ne fait que monter-descendre. Ça va être un monstre, des gros écarts potentiels. Est-ce que Vingegaard va vouloir continuer sa razzia? Peut-être essayer de faire gagner Piganzoli. Est-ce qu'une échappée de grimpeurs costauds lâchée au général peut aller chercher la victoire d'étape? Et puis aussi, bien sûr, la lutte pour le podium derrière Vingegaard entre Arensman, Gall et Hindley. Il reste des enjeux sur ce Giro. Et cette étape, cette 19e étape, aura très certainement une grosse importance. Ça sera à suivre demain. Salut à tous, salut à toutes.